Ici, Écho des territoires sur le salon des maires et des collectivités locales et le stand de la FNCCR, je vais y arriver. On va aborder un nouveau sujet très important pour les collectivités qui est la loi d'accélération des énergies renouvelables. J'accueille sur ce sujet Xavier Nicolas, vous êtes vice-président de la FNCCR et président de Territoire Énergie Eure-et-Loire. Bonjour, vous êtes président de Territoire d'énergie Côte d'Armor et vous suivez également ce sujet important. Xavier Nicolas, je me tourne d'abord vers vous, peut-être pour nous rappeler un peu le contexte de cette loi d'accélération des énergies renouvelables, parce que la ministre qui est passée sur le salon hier matin en a parlé et on sent vraiment qu'il y a une envie particulière du gouvernement d'avancer sur le sujet, mais pour le coup, il faut que les collectivités fassent un travail particulier. Alors, merci de nous redonner peut-être le contexte de tout ça et que doivent faire les collectivités. En effet, c'est un assez vaste sujet puisque la demande du gouvernement, c'est de charger les collectivités de définir sur leur territoire des zones où elles peuvent implanter, proposer en fait, des énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, des méthaniseurs, de mettre des zones d'exclusion également, d'interdiction, et de positionner cela sur une cartographie et de rendre leur copie avant la fin de l'année. Alors c'est un travail qui doit se faire commune par commune et puis également en coordination au niveau des intercommunalités. C'est un court délai, mais peut-être Dominique Ramard, vous pouvez nous rappeler d'où on part, parce que jusque-là, il n'y avait pas ces définitions de zones. C'était peut-être pas tout à fait la jungle, mais peut-être nous rappeler comment ça fonctionnait avant. Et puis peut-être en rebond à ce que vient de dire M. Nicolas, comment les collectivités vont pouvoir définir ce genre de zone. Alors, on part de loin, si on regarde le résultat aujourd'hui, notamment la France est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas aujourd'hui atteint ses objectifs en termes de production d'énergie renouvelable, 19% seulement alors que l'objectif était de 23% en 2020. Et si on regarde sur le plan du contexte et de la façon dont sur les territoires ça devait se passer, on a connu des zones de développement éolien il y a une quinzaine d'années. Moi, c'était mon premier mandat de maire. J'ai dû contribuer à l'élaboration de zones de développement éolien à l'échelle de mon agglomération qui était avant seulement une petite communauté de communes. Mais on a ouvert après la possibilité de s'installer avec forcément des réactions sur les territoires et donc le besoin sans doute de mieux accompagner l'implantation des éoliennes notamment puisque c'est quand même un des projets aujourd'hui d'énergie renouvelable qui souvent fait le plus réagir nos populations. Mais dans mon département des Côtes-d'Armor, on a aussi des réactions sur la partie méthanisation. Mais si je reviens sur la question de l'éolien, l'absence de zonage faisait qu'il y avait des oppositions qui naissaient assez rapidement. Je pense que le zonage ça peut être une solution pour faciliter la concertation, mais à condition que ça soit vraiment un accompagnement aussi du développement des énergies renouvelables, pas seulement un moyen pour certains territoires de devenir des zones de non-accélération, voire même on en blague certaines fois à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. On se dit peut-être que c'est des zones de freinage qu'on nous a inventées. Donc c'est vraiment pour nous, pour sortir du contexte dans lequel on était et avec l'apparition de ces zones d'accélération d'ENR, une opportunité pour que les territoires se réemparent du développement des énergies renouvelables et qu'on se dise on a un objectif européen certes, mais pour moi je considère que c'est presque un objectif français en termes de production et donc d'autonomie de notre production d'énergie renouvelable et aussi un objectif climatique. Et il faut vraiment qu'on s'implique au niveau des territoires via ces zones d'accélération de l'ENR pour aider à ce qu'il y ait plus d'énergie renouvelable produite dans tous les territoires de France, mais à la demeure et à la volonté de ce que les territoires veulent en faire. Alors Xavier Nicolas, est-ce que c'est vraiment une révolution? Parce qu'on aurait pu dire les régions auraient pu prendre en main, ou les départements, je ne sais pas, ces zonages. Donc pour les collectivités, est-ce que ça va être un travail qui va les révolutionner leur approche? Enfin, comme vous dites, c'est un moyen d'engager les territoires. Mais est-ce qu'il va y avoir des concertations aussi au niveau entre territoires, entre départements, régions? Enfin, je sens qu'il y a un court délai et j'ai du mal à voir comment ça s'organise. Alors effectivement, comme disait Dominique à l'instant, derrière tout cela, il y a le problème de la souveraineté de production d'énergie nationale et puis également le verdissement de notre production d'énergie. Alors,
On n'avait pas attendu la loi Aper pour s'y intéresser. Souvent, les syndicats d'énergie avaient créé leur propre société d'économie mixte. Nous l'avions fait à l'échelle régionale. Nos amis bretons ont ça aussi. Nous avons effectivement commencé à développer des sites de photovoltaïque, éolien également, dans certaines parties de notre région. Ce que nous pouvons souligner en termes d'accélération énergétique, ce sont les lenteurs administratives dont nous sommes victimes. Vous voyez, je vais inaugurer la semaine prochaine la pose d'un premier panneau photovoltaïque dans la commune de Nogent-le-Rotrou, sur laquelle nous travaillons sur le plan administratif, études environnementales, CDPNAF, enquête administrative, etc., depuis 6 ans avant de mettre le premier panneau. Donc là, il y a vraiment des pistes d'amélioration. Alors, cette loi d'accélération, elle permet une discussion, elle permet un débat, elle permet aussi de dialoguer entre maires dans une interco, elle permet de dialoguer aussi avec le public. Mais vous voyez, dans mon département, par exemple, notre précédent préfet avait mis en place une commission départementale des énergies renouvelables. Tous les projets passaient devant cette commission. Et nous donnions un feu vert ou pas à chacun des projets. Eh bien, malgré cela, au-delà donc des délibérations, des conseils municipaux, des conseils communautaires, d'avis favorables de la commission départementale, il pouvait néanmoins y avoir des contestations derrière par différents mouvements associatifs ou autres qui remettaient en cause le travail qui avait été fait. J'ose espérer que nous ne vivrons pas cela avec la mise en place de la loi Aper. Parce qu'il faut peut-être clarifier un point, Dominique Ramard. Les zones qui seront définies comme des zones d'accélération, du coup, ne pourront plus faire l'objet de recours, c'est ça? Ou c'est un petit peu plus compliqué? Non, c'est pas aussi simple que ça. Ils vont éviter d'avoir l'obligation d'avoir des comités de suivi. Donc en gros, ça sera plus compliqué en dehors des zones d'accélération que dans les zones d'accélération. Théoriquement, l'administration, elle, va accélérer l'instruction des dossiers qui seront déposés dans ces zones d'accélération. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de recours. Et donc je pense que moi, c'est aussi important qu'on le rappelle. Les opposants à ces types de projets disent, voilà, en gros, il faut absolument éviter les zones d'accélération parce qu'après, on va ouvrir les feux et donc, en gros, on ne pourra plus rien empêcher. Ce n'est pas comme ça. C'est une concertation préalable supplémentaire pour, en gros, qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il y ait des zones d'accélération pour ensuite, au niveau administratif, accélérer la mise en place de ces projets. Mais ça ne veut pas dire que tous ces projets en zone d'accélération se feront. Par contre, je pense que le débat préalable, comme le débat qui suivra, enquête publique et autres, comme ça existe déjà aujourd'hui, il est très important. Je trouve qu'on est trop encore dans des conflits de posture en disant je suis pour, je suis contre. Moi j'espère qu'avec la loi Aper, comme la loi qu'il y a eu sur le nucléaire, à un moment on se dit de toute façon on n'a pas le choix, il nous faut à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, on a l'occasion avec cette loi, avec ces zones d'accélération, de définir là où on veut les mettre en priorité. Et donc il faut s'emparer de ça au niveau des territoires, se dire à un moment, bah là c'est pas de la méthanisation, mais peut-être de l'éolien ou du photovoltaïque. Dans ce territoire, peut-être pour des questions environnementales, biodiversité, pas d'énergie renouvelable du tout, mais au moins ouvrons le débat, allons au bout, et avec l'objectif quand même final, c'est qu'une fois qu'on aura aggloméré toutes ces zones et les potentiels qui pourront dégager, il faut qu'on atteigne nos objectifs. Nous n'avons pas le choix, il faut produire plus d'énergie renouvelable en France. Oui, clairement, on n'a pas le choix et ça veut bien dire que les zones, du coup, peuvent intégrer n'importe... Enfin, on définit en même temps le type de technologie, enfin le type d'énergie renouvelable qu'on préfère sur des zones d'accélération. Alors, ça diverge peut-être d'un territoire à l'autre. Hein. Tu me diras, Xavier, comment ça se passe en Eure-et-Loire. En Côte-d'Armor, le référent donc préfectoral, qui est le secrétaire général de la préfecture, sous bien sûr l'égide du préfet, nous a dit en gros travailler d'abord sur l'éolien et le photovoltaïque. Puisque là on peut zoner plus facilement quand même l'implantation des projets. Et n'oubliez pas les autres énergies renouvelables non plus, mais par exemple sur la méthanisation, on fera ça dans un deuxième temps. C'est beaucoup plus compliqué de zoner un méthaniseur en disant bah oui on va le mettre là parce que c'est au centre du gisement. Le gisement de cette manière il est un peu plus diffus. La question en fait qui se pose aujourd'hui pour le gaz
gaz, donc le biogaz avec la méthanisation, mais c'est un peu le vrai aussi pour les autres énergies renouvelables, c'est la question des réseaux. Parce que non seulement il va falloir produire, mais il va falloir que les réseaux soient en capacité d'accueillir. Et je sais qu'en Eure-et-Loire, il y a peut-être plus de problèmes qu'en Bretagne sur cette capacité à accueillir. Je te laisse Xavier. Oui, que ce soit les réseaux électriques, les réseaux gaziers, effectivement, il y a besoin de bien avoir la cartographie de tout ça. Je veux bien que vous répondiez sur ce sujet qu'a évoqué Dominique Ramars. Effectivement, qu'est-ce qu'on identifie, comment on identifie, et éventuellement, est-ce que vous avez besoin d'un complément d'ingénierie territoriale? Je sais que le CEREMA peut apporter des soutiens, parce que je veux dire, on n'a pas toujours forcément la connaissance, je ne sais pas, du potentiel solaire, du potentiel éolien. Enfin, comment concrètement, j'allais dire, vous allez aborder ce grand chantier? Alors effectivement, c'est un grand chantier. Tout d'abord, effectivement, pour répondre à la première question de Dominique, nous, dans notre département, pareil, cette fameuse commission départementale des énergies renouvelables, en concertation avec les Bâtiments de France, les associations, on a décidé d'exclure pour les éoliennes une zone autour de la cathédrale de Chartres de 20 km, voilà, pour éviter les problèmes de coviabilité. Et puis le parc naturel régional du Perche et quelques endroits où il y a un patrimoine bâti ou mémoriel reconnu. Et donc dans ce cas-là, il y a une cartographie qui déjà permet de dire, là, c'est pas la peine de présenter un projet, là, par contre, il y a des possibilités. Mais après, et c'est la deuxième question de Dominique qui est très pertinente, comme toujours, en effet, les électrons ne se baladent pas avec le vent. Il faut les raccorder au réseau. Donc nous avons besoin, là où il y a des possibilités d'implantation, de disposer de postes sources qui ont une capacité suffisante pour recevoir la puissance produite et ensuite avoir des réseaux électriques capables de transporter cette puissance électrique. Et force est de constater que ces questions-là ne sont pas évoquées dans la loi APER. Nous les découvrons, nous, sur le terrain, nous les connaissons, mais elles n'ont pas été intégrées dans la loi. Et donc, on peut avoir aujourd'hui des projets intéressants, réalisables, mais non raccordables à court terme, parce que le réseau, que ce soit le réseau, notre réseau à nous, avec notre concessionnaire Enedis, ou le réseau RTE, qui ne sont pas en capacité d'accueillir la puissance produite. Alors on discute avec eux, ils ne disent pas de problème, on va construire un poste source supplémentaire ou renforcer le poste source identifié pour le raccordement, mais nous serons prêts dans 4 ou 5 ans et ça va coûter 10 millions d'euros. Voilà. Alors tout ça, il faut l'avoir en tête parce que ce sont les réalités concrètes que nous vivons dans nos territoires et qui ne sont pas toujours très bien envisagé, très bien anticipé. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question de l'ingénierie territoriale et puis de l'anticipation, surtout des investissements nécessaires. Voilà, mais on a un gros problème en France, c'est que pendant des années, on a pensé distribution de l'électricité produite par des centrales de production. Désormais, on a intégré que la production allait être diffuse. Donc là, avec la loi APER, on veut accélérer donc, cette production diffuse via les énergies renouvelables. On oublie encore une fois les réseaux. Donc notre rôle, nous, de collectivité concédante, c'est-à-dire qu'on est propriétaire du réseau et on le met à disposition d'Enedis qui l'exploite, ça va être aussi de veiller à ce que les investissements suffisants soient consentis, alors certes par les porteurs de projets d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, mais aussi on a besoin, nous, d'avoir un réseau qui soit plus flexible, qui gère l'équilibre permanent entre production et consommation. Donc c'est pour ça que notre fédération a demandé à ce qu'on ait le financement des aides aux collectivités pour l'électrification, donc qui s'appelle le FACE, que ce fonds soit abondé d'un volet flexibilité pour nous aider à mieux accueillir les énergies renouvelables sur notre réseau. Donc ça, c'est une demande forte et qu'on a obtenue dans la loi d'accélération des productions d'énergie renouvelables. Mais l'autre sujet, c'est que quand il s'agit donc d'équilibrer production et consommation, notre rôle en tant d'autorité organisatrice de distribution de l'énergie, aujourd'hui, on devient presque plutôt un service public de l'approvisionnement. C'est-à-dire on doit gérer la production
et la consommation. Un peu comme on le fait pour l'alimentation pour les hommes ou même les animaux. C'est-à-dire qu'on doit mieux gérer cet équilibre production-consommation. Et notre rôle en tant qu'élu, il a aussi évolué. Nos syndicats d'énergie doivent s'impliquer plus fortement sur ce besoin d'équilibre au niveau territorial. C'est-à-dire qu'on doit être acteur de la production. On l'est avec nos sociétés d'économie mixte, notamment donc, dans les départements ou dans les régions. Et on l'est aussi, comme on l'était déjà fortement, mais encore plus fortement, au niveau de la distribution et avec l'évolution du réseau et l'ingénierie dont a parlé Xavier. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir abordé ce sujet qui va bien vous occuper, j'ai l'impression, pendant quelques mois. Xavier Nicolas. Le pire, c'est que ça nous passionne. Ah ben heureusement que ça vous passionne. Et Dominique Ramard, merci à vous deux et on retrouvera bientôt d'autres invités sur d'autres sujets. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.